spécifiés, où il n'y a pas les noms pour protéger évidemment les patients. Mais par exemple, au quotidien, une mère a répété à sa fille durant les 20 premières années de la vie de sa fille: tu es moins que rien, tu es minable, ta sœur est plus intelligente que toi, tu trouveras jamais de mec car tu n'as pas de seins ni de fesses, tu pourras jamais t'en sortir sans moi, si tu n'es pas première en classe, je t'abandonnerai dans la rue, tu as un gros nez, tes boutons sont horribles, c'est quand même dommage que tu aies une tache de naissance aussi grosse, ce sera bien si tu arrives quand même à ne pas monter dans la rue, etc. Et cette mère, en fait, a privé ses deux enfants d'un chauffage décent, d'une nourriture variée et de relations sociales, sorties, vacances, etc. Et tout en racontant à ses deux enfants, une fille et un garçon, dès leur plus jeune âge, et avec un certain plaisir, tous les dangers du monde extérieur, les viols, la pédophilie, la drogue, etc., depuis l'âge de 3 ans. Donc tout ça, évidemment, c'est du conditionnement psychologique. Alors si je viens un petit peu rapidement sur la figure du père, je vais reprendre les fonctions d'après Lacan, dans son article Les complexes familiaux, et qui montre que les fonctions paternelles, qui sont encore là des fonctions culturelles, sont la séparation. L'enfant apprend qu'il n'est pas tout seul dans un lien de toute puissance avec sa mère, donc il sort du côté un petit peu tyrannique. L'interdiction de la mère à l'enfant, c'est-à-dire du corps de la mère à l'enfant, interdiction de l'inceste, et réciproquement. Et la fonction maternelle doit par contre, elle, porter la parole de cette figure d'interdiction. Et la permission, la fonction paternelle autorise l'accès à la socialisation et au savoir. Donc la double dimension de cette fonction, encore une fois, qui n'est pas la personne du père, c'est une dimension de la sanction, avec séparation et interdiction, et une dimension de la permission. Donc c'est une place symbolique aussi qui est occupée dans le discours qui est porté à l'enfant. Alors un enfant harcelé qui est par son père, qui n'est pas protégé par son père, par exemple lors d'un harcèlement commis par la mère, trouvera toujours des difficultés à avoir des assises, à se soutenir dans sa vie d'adulte, sauf s'il a rencontré, encore une fois, d'autres personnes en capacité de lui apporter cela. Alors je vais prendre des exemples aussi issus de rencontres avec les patients. Il s'agit d'une famille de notables, le père exerçant de hautes fonctions administratives et reconnues. La mère est mère au foyer. Ensemble, ils ont une fille qui sert de substitut sexuel au père, dans la mesure où la mère refuse tout rapport sexuel. C'est même elle qui autorise son mari à se servir sur leur fille. La petite fille est ainsi violée durant des années par son père, depuis l'âge de 3 ans, avec la complicité de la mère qui, quotidiennement, l'insulte, la frappe et lui fait savoir qu'elle n'arrivera à rien. Alors à l'âge adulte, c'est ce qui est drôle, la jeune femme s'enfuit et mène des études de psychologie, outre une psychothérapie. Elle s'essaye ensuite à des plaintes pour viol à l'égard de son père, mais celui-ci est tellement réputé et a un tel réseau relationnel que les dossiers de plainte disparaissent bizarrement sans jamais aboutir. Alors un deuxième exemple, il s'agit d'une famille avec 3 enfants, une fille et 2 garçons. Le père agit en tirant au quotidien à l'égard des 2 garçons qu'il attache, humilie et prive de nourriture. La fille bénéficie d'un traitement de faveur au travers d'une dimension fusionnelle avec son père. La mère est présente mais effacée et soumise. Le père fait lever ses fils la nuit lorsqu'ils n'arrivent pas à dormir pour les contraindre à prendre des douches froides. Lorsqu'un des garçons va aux toilettes, le père ordonne que la porte soit laissée ouverte et qu'il montre publiquement ses fesses à la sortie. Bien sûr, les enfants ont interdiction de parler à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur de la famille, le père exerçant un métier des plus honorables, et il tient tout particulièrement à sa réputation de bon père de famille. Donc des exemples, un petit peu, alors qu'ils sont évidemment, qui paraissent extrêmes, mais finalement, dans les rencontres avec les patients, c'est pas si extrême que ça, qu'on rencontre en tout cas des difficultés majeures au sein de la famille quand ils étaient petits. Alors les symptômes de l'enfant, quand il est harcelé dans la famille, on va avoir des symptômes psychosomatiques, donc en lien avec le corps, des symptômes psychomoteurs, par exemple des problèmes de peau, des troubles du comportement et du caractère, des problèmes d'énurésie, d'encoprésie, donc de difficulté à se retenir, excitation et érotisation des relations. Alors c'est jamais un symptôme, en général c'est plutôt plein de symptômes en même temps de souffrance psychologique. Des symptômes psychiques, idéoverbaux, psychoaffectifs, par exemple discontinuité de la pensée, instabilité, variabilité de l'humeur, immaturité affective, trouble du langage. Autres considérations aussi, autres symptômes, des angoisses extrêmement fortes de néantisation, de devenir rien, de vide profond, parfois du sadomasochisme, c'est pas tout forcément, mais en général c'est plusieurs. Une répétition traumatique, donc se remettre systématiquement dans des situations ensuite où on ressouffre les mêmes choses avec des personnes qui vont harceler, une dépendance analytique extrêmement violente à l'autre,
avec parfois des conduites, du coup, à l'adolescence ou à l'âge adulte, des conduites addictives, une idéalisation parentale, mes parents sont les meilleurs du monde pour pas voir la réalité telle qu'elle est, du clivage, hein, donc séparer comme ça les situations, une culpabilité, des troubles narcissiques, un besoin d'étayage, etc. Donc c'est quand même un gros portrait. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que le potentiel destructeur est augmenté par la vulnérabilité du psychisme de l'enfant, puisque l'enfant n'est pas encore bien construit, donc il n'a pas toutes les ressources nécessaires pour faire face à des traumatismes. Alors qu'à l'âge adulte, même quand on a toutes les ressources, quand il y a du traumatisme, on a du mal. Mais pour l'enfant, évidemment, plus le traumatisme est précoce, moins il a de ressources et plus ce traumatisme va occasionner des dégâts. Alors, ce système familial où se pratique du harcèlement, il est caractérisé la plupart du temps, voire tout le temps, par une dimension incestuelle. Alors je reprends les travaux de Racamier, du psychanalyste Racamier qui avait écrit l'inceste et l'incestuel. L'inceste, c'est consommer, l'incestuel, c'est un climat. Alors c'est un climat d'inceste dans la vie psychique familiale, hein, où en fait l'enfant devient un instrument de ses parents. Alors, les formes génitales ne sont pas consommées, généralement, enfin elles peuvent l'être. C'est une relation fusionnelle et menaçante où il n'y a pas de séparation des interdits et une séparation claire des générations et une instrumentalisation de l'enfant qui peut devenir défouloir ou infirmier de ses parents, etc. Alors, je prends des exemples de ce que peut être un climat incestuel. Un père et sa fille adolescente sont dans une étrange relation fusionnelle. Le père sait tout de la vie amoureuse et sexuelle de sa fille, qui la lui raconte bien volontiers. Ces confidences ont d'ailleurs eu un moment très privilégié lorsque tous deux prennent le bain ensemble, alors que la fille a maintenant 15 ans. Donc le climat, il est ici incestuel, sans qu'il y ait un passage à l'acte incestueux. Mais évidemment, ça ne permet pas une séparation saine, on va dire la constructive pour l'enfant vis-à-vis de ses parents. Dans ce système familial aussi, où se pratique du harcèlement sur les enfants, on va avoir une transmission inconsciente des processus psychiques, hein, de génération en génération. C'est-à-dire qu'on va retrouver les mêmes problèmes, parfois avec des variations, mais en tout cas ils se transmettent de génération en génération, puisque c'est le même système qui se transmet tant que, évidemment, les choses n'ont pas été ouvertes et travaillées sur le plan psychologique. Donc ce processus, il peut se transmettre indéfiniment. Et certaines familles vont donc recevoir davantage de processus harceleurs que d'autres, hein, et systématiquement répéter le problème. Alors, l'inverse est souvent le même, j'ai mis, mais c'est-à-dire que parfois, évidemment, heureusement, il y a des personnes qui sont résilientes et qui s'en sortent, mais il peut arriver que la personne souhaite prendre l'attitude inverse de l'attitude parentale et que du coup, elle va transmettre exactement la même problématique. Alors, je prends des exemples. Par exemple, une personne qui a été extrêmement harcelée par ses parents et qui dit finalement, moi, mon enfant, je vais lui laisser tout faire. Et du coup, elle se retrouve finalement harcelée par son enfant après. Et oui, il est par les deux. Donc, avec des difficultés finalement à sortir du système. Donc, c'est un cycle vicieux qui se transmet de génération en génération sous la forme d'une violence qui vise à contraindre l'enfant et que l'adulte peut reproduire. Ça n'est pas obligatoire, heureusement, hein, une fois adulte. Alors, dans le système familial, ce qui est très compliqué pour l'enfant harcelé, c'est que souvent il y a des protestations d'amour. C'est très compliqué parce que c'est beaucoup plus facile de s'en sortir quand on vous dit « je t'aime pas, tu es nul », etc. parce que finalement c'est cohérent, mais il peut y avoir des protestations d'amour extrêmement fortes vis-à-vis de l'enfant. Je me souviens, j'avais travaillé en maltraitance infantile, il y avait une mère qui avait torturé ses enfants, qui avait été en prison pour ça, etc., et qui leur envoyait des dessins avec des gros cœurs, je t'aime, tu me manques, etc. Et donc pour l'enfant, c'est très compliqué parce que le message est incohérent. Et il y a aussi des stratégies culpabilisantes. Hein, après tout ce que j'ai fait pour toi, ton père donnerait sa vie pour toi, etc. Alors, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on va avoir des complicités dans ce système pour que ça se passe. Et c'est pareil que le harcèlement en entreprise, pour que ça se passe, il faut qu'il y ait des complicités, d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être complice actif ou complice passif. Le passif, il dira qu'il ne savait pas, qu'il n'était pas au courant, etc. Et on peut avoir des phénomènes de déni pathologique de toute ou partie de la famille. Hein, alors que l'enfant manifeste quand même des symptômes en général de souffrance, comme je l'ai dit tout à l'heure, psychiques et somatiques, et des symptômes qui sont quand même visibles. Mais le déni fait qu'on ne le voit pas.
Alors je prends un exemple, un petit garçon de 6 ans qui s'est circoncis au couteau dans les toilettes. Donc vous imaginez que cet enfant, il n'était pas tout à fait en bon état. Et cela n'avait pas affolé plus que cela les membres de la famille, qui avaient trouvé que finalement, bon ben voilà, puisqu'il devait le faire à l'hôpital, plutôt qu'il le fasse lui-même. Alors, les rôles dans le système familial harceleur, il y a les rôles internes. Alors les rôles internes, c'est le harceleur qui est le persécuteur et qui donne souvent le change socialement. Parce que ce qui est très compliqué dans le harcèlement familial, c'est que bon, on a souvent en tête les familles qui sont vraiment des cas sociaux, etc. Mais il y a beaucoup de harcèlement dans des familles tout à fait, comme j'ai pris les exemples tout à l'heure, où le père a une bonne situation, etc. Et on n'a pas l'impression du tout qu'il se passe ce qu'il s'y passe à l'intérieur. Alors, on a aussi comme deuxième rôle le complice, le suiveur. Alors lui, il se met à l'abri moyennant des compromissions morales, c'est-à-dire j'ai rien vu, je ne sais pas, et si on me demande quelque chose, je ne suis pas là. Donc c'est à peu près complice. Alors ça peut être aussi un complice actif, par exemple, qui fait exactement ce que le harceleur lui demande. On a le harcelé, qui est le bouc émissaire, qui peut aussi être le résistant et qui peut aussi être le sauveur, qui peut se donner cette mission-là, et qui est le symptôme, l'indice d'un dysfonctionnement dans la famille. Et on peut avoir aussi le rôle du tampon, qui peut être le réparateur ponctuel vis-à-vis du harcelé, qui va éviter que la situation ne dégénère trop, et qui peut aussi être un tuteur. On va voir après, vous savez, dans la résilience, il faut un tuteur. Il peut être aussi à l'intérieur de la famille. Mais en général, ce rôle-là, c'est le rôle de l'éponge. Il va être tout éplongé pour éviter que le système ne se déséquilibre trop, ce qui le rendrait d'ailleurs visible. On peut avoir des rôles externes. Alors le rôle externe, ça peut être le sauveur extérieur, par exemple un enseignant qui va se rendre compte que l'enfant est en grave difficulté. On peut avoir un médiateur extérieur, par exemple dans les services de protection de l'enfance, ou un tuteur extérieur. Donc tuteur, c'est la personne bienveillante vis-à-vis de l'enfant et qui va lui montrer qu'il existe certainement autre chose que ce qu'il vit. Et vous savez, Boris Cyrulnik, dans ses travaux sur la résilience, dit que pour être résilient, il faut avoir eu un tuteur bienveillant. Alors moi, j'ai remarqué aussi qu'il n'est pas forcément nécessaire d'en avoir eu un, et qu'il peut aussi, ça peut être l'enfant qui s'est créé un tuteur bienveillant dans sa tête, par exemple une fée magique, ou voilà, quelqu'un qui l'a protégé, et quand il se l'est créé, même quand l'environnement était complètement destructeur, il s'en sort d'une certaine façon quand même. Donc à ce moment-là, l'enfant est en capacité de se le fabriquer. Alors, les racines du phénomène, bien sûr, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est d'abord cette perpétuation du système familial qui va se trouver aussi dans des perpétuations de culture, que ce soit le matriarcat ou le patriarcat. Donc, dans ces deux cultures, il y a des questions de prise de pouvoir abusive à l'intérieur de la famille. Alors, cette perpétuation, c'est une perpétuation de brimades, de menaces, d'espionnage, d'isolement, etc. Les racines aussi sont dans le poids culturel et social. Alors, souvent, le système il perdure parce que les adultes sont frustrés d'une façon ou d'une autre et vont se décharger sur le plus vulnérable qui ne sait pas se défendre, c'est-à-dire sur les enfants. Et ce qu'on peut constater, c'est un phénomène qu'on peut constater dans les violences conjugales aussi, où s'il y a une frustration sociale très importante, eh bien, il va y avoir une décharge sur le conjoint ou sur les enfants. Souvent, ce sont des familles qui ont des deuils qui n'ont pas été résolus. Ça, c'est très intéressant. J'avais fait mon doctorat sur cette dimension. Quand il y a des deuils qui ne sont pas résolus, la culpabilité est portée au niveau familial et on va rejeter la faute inconsciemment, évidemment, sur l'enfant. Par exemple, vous savez, une maman qui a perdu un premier enfant et il y a le deuxième qui arrive. Et bien, si elle n'a pas travaillé sur ça, il peut arriver qu'inconsciemment, elle reporte la faute sur l'enfant. Souvent, il n'y a pas de médiateur dans le système familial puisqu'il est clos et fermé et il y a peu de reconnaissance du phénomène, même si de plus en plus quand même on en parle et on essaye de faire des actions. Alors souvent, il y a un événement déclencheur qui déstabilise. Alors ça peut être des situations de rupture ou de deuil, ça peut être des divorces, où là d'un coup l'enfant va être instrumentalisé alors qu'avant ça se passait bien et il va être aussi pris dans des choses qui sont du harcèlement. Ça peut être des décès ou des successions très controversées et là d'un coup les personnes vont révéler du potentiel très harceleur. Alors les processus pour l'enfant harcelé, vous connaissez le syndrome de Stockholm, il va s'identifier à son agresseur pour essayer d'anticiper aussi ce qu'il va pouvoir lui faire.
il est dans une nécessaire dépendance émotionnelle, matérielle, etc. au harceleur. Il va tenter de protéger son tortionnaire pour se défendre contre la sidération. La sidération traumatique, c'est vraiment l'état d'implosion, on va dire, psychologique. On reste scotché, collé, on n'arrive plus rien à penser. Il va tenter de s'attirer une sympathie et d'excuser son harceleur, c'est-à-dire que beaucoup de patients adultes vont souvent excuser énormément les attitudes de leurs parents, et tant qu'ils font ça, ils n'arrivent pas tout à fait à s'en sortir quand il se fait passer du harcèlement intrafamilial. L'enfant va aussi porter la honte et la culpabilité. S'ils me font ça à moi, c'est bien que je le mérite. Évidemment, il est dans une incapacité à mettre des limites, et il peut être pris dans des conflits de loyauté entre les deux parents. Alors j'ai cité les cas de divorce, mais c'est assez fréquent, c'est-à-dire choisir un des parents par rapport à l'autre, voilà, donc, surtout quand il y a des disputes entre les parents. Et toujours le même problème, la non-visibilité de la situation à l'extérieur, voire une tolérance ou une permissivité, et ce système est sans protection interne. Et ce qui est quand même extraordinaire, c'est que l'enfant harcelé défend ses parents le plus possible. C'est-à-dire que même quand il y a des choses, il faut vraiment que ce soit des choses extrêmement graves pour que l'enfant dise « je ne veux plus voir mes parents », parce que sinon il est toujours dans la défense, évidemment, de ses parents, quoi qu'ils aient fait. Alors, évidemment, il y a un danger de l'absence de prévention, puisque les enfants harcelés risquent de perpétuer le système une fois adultes. C'est un risque, ce n'est pas une fatalité, mais ça peut être, par exemple, subir du harcèlement ou devenir harceleur à leur tour, y compris au travail. Vous savez qu'en France, on a beaucoup de difficultés en ce moment dans les entreprises. Alors, la prévention, je vais juste donner des axes un petit peu par important. La prévention, c'est d'abord la pédagogie. Je crois qu'il existe la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, moi, quand j'ai des enfants au cabinet, je leur rappelle bien tous leurs droits. Et souvent, d'ailleurs, ils vont le répéter à leurs parents, et puis ils ne sont pas forcément contents. Alors, je pense que ce qui est important, je fais une petite anecdote rapide, mais une fois, j'avais dit à une petite fille voilà, qu'elle n'avait pas, personne n'avait le droit de la frapper. Elle était allée répéter à sa mère, qui évidemment lui donnait des gifles et des fessées régulières, et qui a estimé que j'étais en train de pervertir sa fille. Bon. Alors, donc la Convention internationale des droits de l'enfant, elle est très importante, et même pour les adultes, je pense que dans le travail thérapeutique, ça peut être important de leur faire lire. Parce que d'un coup, ils se rendent compte qu'effectivement, ils avaient des droits en tant qu'enfants. Alors je cite quelques passages justes. La famille, unité fondamentale de la société, milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté, c'est-à-dire préparer en fait les enfants à devenir adultes et citoyens. Aussi, autre chose qui me paraît importante, reconnaissance que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité, de solidarité. Alors, ça ne suffit pas de le dire, évidemment, l'enfant, il va imiter les modèles parentaux. Alors, pour cela, il faut vraiment que la société vienne en soutien précoce aux parents, parce que plus on prend en charge tôt, plus c'est possible d'aider, de contenir, de limiter. Le problème, c'est le repérage des situations. Alors, le repérage des situations, il se fait avec la vigilance et l'observation de tous, et donc le signalement, la protection de l'enfance, des situations critiques. Mais en tout cas, en France, souvent, on voit des gens qui ne veulent pas s'en mêler.